Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme il est 19 heures, je vous propose de débuter non pas par la séance normale du conseil municipal, mais par la présentation du conseil de développement mis en place par la communauté de communes du pays Orne-Moselle. C'est un outil de la démocratie locale, instance qui réunit des habitants et des forces vives du territoire pour permettre aux élus locaux de recueillir les besoins, d'enrichir la réflexion et les idées d'action à mettre en place sur tous les sujets qui font la vie de notre territoire. Pour vous présenter en détail les missions de ce CODEV, Monsieur Frédéric Decolle nous fait le plaisir d'assister à cette séance du conseil municipal et je vais lui passer immédiatement la parole pour qu'il puisse vous exposer la démarche et les premiers travaux. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant tout, évidemment, je vous remercie de m'accueillir au sein de votre conseil municipal. Merci Monsieur Munier pour la présentation. Donc, en effet, je vais essayer d'être concis et donc de vous présenter le conseil de développement. Donc aujourd'hui, je représente Michel Henry, le président du CODEV, donc qui est occupé ce soir justement pour une manifestation dont je vous en parlerai à la fin de mon intervention. Alors donc rapidement, pour reprendre un petit peu les mots de Monsieur Munier, qu'est-ce que le CODEV? Le CODEV, c'est avant tout un conseil de citoyens. Donc on n'est pas élu. Il s'agit d'une instance démocratique et participative. On peut dire que c'est un lieu de débat, de réflexion et de proposition. Donc il a été mis en place en effet à l'initiative de la CCPOM. Il s'agit d'une obligation légale pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Donc à savoir qu'en France, il y a plus de 100 CODEV qui adhèrent à une coordination nationale. Donc c'est une obligation légale, mais en même temps on travaille donc main dans la main avec les élus de la CCPOM et donc avec son président Lionel Fournier qui vient régulièrement nous voir à nos manifestations, à nos réunions. Donc, le CODEV a un objectif, c'est de favoriser le dialogue et la concertation avec la société civile. Donc, on peut regrouper trois missions pour notre conseil de développement: promouvoir une réflexion donc, de la société civile, produire des avis et des contributions ayant pour vocation d'alimenter la réflexion des élus, exercer une fonction consultative, et donc bien consultative, on a parfaitement conscience de ne pas être des élus, mais entre guillemets de simples citoyens qui ont envie de participer et d'agir un petit peu pour le bien commun, le bien du territoire. Et donc on exerce une fonction consultative auprès du conseil communautaire de la CCPOM. Alors, un petit historique de notre jeune assemblée qui date de 2021. Il y a d'abord eu un appel à candidature au mois de juin. Il y a eu 70 propositions reçues de la part de citoyens comme moi finalement. Il y avait quelques règles importantes à respecter. Donc déjà, pas d'attache politique, donc c'est un organe complètement apolitique. Alors évidemment, chacun a ses opinions, mais elles n'ont pas lieu d'être dans cette assemblée. Et notre unique but finalement, c'est de réfléchir sur différentes thématiques, sur différents sujets, et puis de faire avancer cette réflexion, produire des avis. Euh, donc pas d'attache politique, on est tous bénévoles. Bon, un âge minimum avait été fixé à 16 ans. Et puis donc, évidemment, on doit tous habiter ou au moins travailler sur les territoires de la CCPOM. Donc, parmi les critères de sélection, donc, il ne fallait pas être élu, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on ne veut pas travailler avec les élus, bien au contraire. Euh, le comité d'instauration a essayé de respecter une parité. Donc, au début, il avait été choisi 30 hommes et 30 femmes. Et également une proportion des membres en fonction du nombre d'habitants de chaque commune. Donc, la réunion de lancement a eu lieu le 28 octobre 2021, donc ça fait à peu près 1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, nous comptons 64 membres. Bon, on peut évidemment noter que tout le monde n'est pas actif, mais il y a plusieurs groupes de travail qui se sont mis en place. Et donc, je peux vous parler de notre fonctionnement. Donc, tout d'abord, les élus de la CCPOM peuvent solliciter l'avis du conseil de développement dans le cadre officiel d'une saisine. Ça a été le cas assez rapidement après la création du CODEV. Donc, les élus de la CCPOM nous avaient sollicité pour donner un avis sur une étude de l'agence d'urbanisme à Guram, dans le cadre de la reprise de compétences de la compétence mobilité par la communauté de communes. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus.
On avait étudié avec un groupe ce document. On avait trouvé qu'il ne correspondait pas complètement à notre vision de la mobilité sur les territoires et on avait essayé d'être constructif, donc d'apporter un certain nombre de questions. Et par exemple, quelque chose qui était intéressant, c'est que dans notre groupe de travail, on avait une personne qui est en fauteuil, donc donc qui avait soulevé des questions que moi-même, par exemple, je ne m'étais pas posé, n'étant pas concerné, et en disant, mais attendez, on a un beau rapport de 50 pages, il n'y avait pas une seule ligne sur le handicap, l'accès aux personnes handicapées, aux différents transports en commun et donc à la mobilité. Voilà, donc c'est un exemple précis donc, de notre premier travail. Donc voilà, donc pour l'instant, on a eu une saisine de la part de la CCPOM. Une nouvelle étude va être menée donc, par une agence d'urbanisme et j'imagine qu'on sera à nouveau sollicité à ce moment-là. Le CODEF peut également prendre l'initiative de se saisir de certains sujets dans le cadre de ce qu'on appelle une autosaisine. Et donc c'est un petit peu dans ce cadre-là, comme je le disais à l'instant, que plusieurs groupes de travail ont été constitués autour de grandes thématiques. Donc la transition écologique, donc j'en fais personnellement partie, l'emploi, la culture, et donc mobilité et handicap. Voilà. Au niveau des actions, donc le groupe transition écologique est le plus actif. Alors très concrètement, on a eu des interventions auprès des éco-délégués de la cité scolaire de Romba. On a participé au marché du terroir pour présenter un petit peu la CCPOM. Au cours de ce marché du terroir, on avait également mis en avant des productions de vidéos qui avaient été faites par les élèves de la cité scolaire de Romba dans le cadre du festival du film Méga Course. On a peut-être entendu parler. C'était vraiment, vraiment chouette ce qu'ils avaient fait. Ouais, merci. Et donc enfin, on a fait un partenariat avec la structure Caporne. Bâtiment magnifique, si vous n'avez pas eu l'occasion de le visiter, je vous le conseille. Donc pour la mise en place de conférences et de débats. Donc par exemple, le mois dernier, on avait une projection du film L'odeur de l'herbe coupée, donc, qui a été fait par un habitant du Grand Est. Qui parle du renard, voilà. Et donc, il avait été suivi par un débat, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Et ce mois-ci, il y aura une conférence sur le thème « Y a-t-il une vie après la déchetterie ?» Je laisserai un certain nombre de documents à Madame Touvenin, dont un document sur cette conférence, si ça vous intéresse. Et donc pour finir, on a un grand projet, c'est organiser une fête de la nature le 11 juin. Donc c'est pour ça que notre président est pas là ce soir, parce que donc on a fait appel à l'ensemble des associations du territoire pour leur demander de réfléchir et de présenter d'une manière complètement libre ce qu'ils voulaient faire en fait, mais en lien donc avec la protection de la nature, la transition écologique et la protection de notre environnement. Donc alors par exemple, puisqu'on est à Amnéville, on a sollicité le club d'astronomie d'Amnéville, alors que je connais bien parce que j'en faisais partie, qui est toujours très actif. Voilà. Donc alors, pour moi au niveau de la présentation, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc déjà, je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je suis disponible si vous avez des questions plus précises. Quelqu'un a-t-il des questions? Je suppose qu'on peut vous contacter en dehors. Oui, tout à fait. Alors, je vais laisser des flyers avec toute une documentation sur la CCPOM et puis il y a une adresse mail. Donc, on sera très heureux, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Si vous voulez participer à une de nos prochaines réunions ou d'échanger avec vous, de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bien, nous pouvons donc débuter cette séance du Conseil municipal du 16 mars 2023. Monsieur le Premier adjoint, si vous voulez bien faire l'appel nominal des conseillers présents. Bonsoir à tous. Éric Munier,
André Dalla Favera présent. Daniel Calcarijan. Armindo Dos Santos. Naomi Zinc. Arnaud Simonski. Catherine Hirsch. Cédric Léonard. Sylvia Rowe. Emmanuel Holz, absent excusé. Procuration M. Simonski. Raymond Répert. Rose Deria. Nadia Or, absente excusée. Procuration Mme Gallo-Nardo. Gérard Tisserand. Mathilde Kurtz. Maud Portoudisi-Thirier. Patrick Hélard. Grazia Deléo. Francis Zettel. Gabriel Adam. José González. Géraldine Gallo-Nardo. Jean-Pierre Roin. Juliette Haas, absente excusée. Procuration Madame Adam. Kamel Torki, absent excusé. Procuration à Monsieur Léonard. Xavier Dieudonné. Daniel Schulz. Elisabeth Burgard. Régis Walter. Delphine Muller. Salvatore Barello. Fatima Medailly, absente excusée. Procuration à Madame Burgard. Virginie Coliandro Fracaro. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2022. Y a-t-il des réclamations, rectifications, observations à présenter? Non, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, ce procès-verbal est adopté à la majorité absolue avec 7 abstentions. Je vous propose, comme secrétaire de séance, en application de l'article L. 2541-6 du CGCT, M. Francis Zettel, doyen de cette assemblée, en l'absence de Juliette Haas, qui est la benjamine. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Non. Je vous remercie. Nous pouvons passer au chapitre 2, les affaires générales. Il n'y a qu'un seul point relatif à l'augmentation du capital de la SODEVAM par l'incorporation des réserves. La dernière augmentation du capital de la SODEVAM est intervenue en 2012. Depuis, la société a dégagé des résultats positifs, amenant ses réserves à un montant de 797 235,23 €. Et afin de rendre compte plus justement de la situation économique de la société, il a été décidé de proposer une augmentation de capital par incorporation partielle des réserves. Le conseil d'administration de la SODEVAM a délibéré à cet effet le 4 janvier 2023 sur une augmentation du capital par incorporation des réserves pour un montant de 772 224 €. Pour rappel, le capital social de la SODEVAM est actuellement fixé à 2 252 320 €, divisé en 64 352 actions de 35 € de valeur nominale chacune, intégralement libérées. Cette augmentation de capital entraînera une modification statutaire de la composition du capital, telle que définie à l'article 6 des statuts de cette société d'économie mixte. La commune d'Amnéville est actionnaire de la SEM SODEVAM, avec au capital de 2 252 320 € divisé en 64 352 actions de 35 € chacune, dont l'objet social tel que défini à l'article 2 des statuts est le suivant. La société a pour objet de procéder à l'étude et à tous actes nécessaires à la réalisation de toutes actions et de toutes opérations d'aménagement qui ont pour objet ou pour effet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale d'habitat, d'organiser le maintien, le développement d'activités économiques, de loisirs, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre la salubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces naturels, de toutes opérations de réalisation de zones destinées à accueillir des logements ou des bâtiments industriels, commerciaux ou de bureaux, de restauration immobilière et de réhabilitation, d'actions dans les quartiers dégradés et sur les friches industrielles, la réalisation et la gestion de tous les équipements publics ou privés, procéder à l'étude et à la construction d'immeubles à usage commercial ou d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, dans les conditions prévues par la loi. La répartition du capital entre les actionnaires vous a été présentée dans le cadre du rapport et vous avez pu constater que la commune d'Amnéville est titulaire de
0,6% du capital social, en ce qu'elle détient 400 actions représentant un montant de 14 000 euros. Les réserves de la société s'établissent à la clôture de l'exercice 2021 comme suit. Au titre de la réserve légale, 40 418,64 euros. Au titre des autres réserves, 756 816,60 euros, tant précisé qu'il n'y a pas eu de report à nouveau. Au vu des réserves, le montant de l'incorporation de réserve serait de 772 224 euros, prélevés sur les postes réserves légales et autres réserves. L'incorporation de réserve profiterait aux actionnaires à hauteur de leur participation en capital social et permettrait de porter le montant du capital à un montant plus approchant du montant des capitaux propres de la société. Ce redimensionnement du capital social de la SODEVAM serait réalisé par élévation de la valeur nominale de l'action qui serait réévaluée de 35 à 47 euros. Ainsi, le capital serait porté de 3 24 544 euros à cette somme de 3 24 544 euros, divisée toujours en 64 352 actions de 47 euros de nominal. Et après incorporation de ces réserves, la nouvelle répartition du capital aurait pour conséquence que la commune d'Amnéville détiendrait toujours 0,6% du capital, toujours 400 actions, mais qui ne représenterait plus 14 000 euros, mais 18 800 euros. Conformément à l'article L225-130 du Code de commerce, l'Assemblée générale amenée à se prononcer sur l'augmentation de capital par incorporation de réserves et la modification corrélative des statuts statuera dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires. Si l'Assemblée générale agrée cette opération, l'augmentation de capital par incorporation de réserves prendra effet à la date de l'Assemblée générale. Cette augmentation de capital entraînera une modification statutaire au sens des dispositions de l'article L1524-1 du CGCT. Par conséquent, sous peine de nullité du vote du représentant de la collectivité lors de l'Assemblée générale extraordinaire, il convient d'approuver au préalable cette modification. Il vous est donc demandé d'approuver l'augmentation de capital de la SEM-SODEVAM par incorporation de la somme de 772 224 euros prélevés sur les postes réserves légales et autres réserves, d'approuver l'élévation du montant nominal de chaque action existante qui serait porté ainsi de 35 à 47 euros pour porter le capital social de 2 252 320 euros à 3 24 540 euros, d'approuver la modification de l'article 6 des statuts de la SEM-SODEVAM qui décidera dès lors la modification du capital et la répartition des actions qui ne seront plus d'un nominal de 35 euros, mais de 47 euros. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Vous avez la parole. Merci. La ville confie en gestion une bonne partie de son territoire à la SODEVAM. Donc une partie des résultats de la SODEVAM sont réalisés sur l'histoire de la commune. Rappelons que la SODEVAM a encaissé 7 millions d'euros issus de la vente des terrains des Coteaux du Soleil et a reversé à la ville un peu plus de 600 000 euros. Rappelons aussi qu'à l'époque du docteur Kiefer, la première tranche des Coteaux du Soleil avait été gérée en direct par la ville et avait permis d'encaisser non pas 600 000 euros, mais 7 millions d'euros. Lorsqu'une structure du type SODEVAM fait des bénéfices, elle a deux possibilités. Soit elle conserve ses fonds et elle les intègre dans ses fonds propres tels que vous le proposez, soit elle les distribue. Vous nous dites régulièrement que la commune n'a pas d'argent, alors pourquoi ne pas demander à la SODEVAM la distribution de l'argent qu'elle gagne et dont une partie provient des exploitations qu'elle fait sur le territoire de la commune? Cela nous paraît plus logique, ce qui est pris est pris, car on ne sait pas de quoi seront faits les résultats demain. Je rappelle, puisque vous n'avez pas jugé utile d'apporter cette précision, que tous les contrats qui nous ont liés à la SODEVAM ont prévu que non seulement cette dernière nous achetait les terrains, mais qu'en outre le boni de l'opération, puisque vous parlez des Coteaux du Soleil par exemple, était réparti à hauteur de 80% pour la ville et 20%
pour la SODEVAM, ce qui veut dire que les bénéfices de cette opération sont revenus plus que majoritairement à la commune. Deuxième point, nous avons 0,16% du capital. Dès lors, je veux bien que la SODEVAM décide de répartir des dividendes, mais vous vous rendez bien compte que 0,16% des dividendes qui seraient répartis, ça ne serait pas grand-chose. D'autant qu'il s'agit d'une société d'économie mixte et non pas d'une société uniquement à but commercial. Donc finalement, que l'on valorise sans que ça nous coûte un centime les actions que l'on détient, puisqu'elles passent d'un nominal de 35 à 47 euros, ne me semble pas être une opération qui soit contraire aux intérêts de la commune. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Pardon. Vous avez la parole. Donc, concernant l'augmentation de capital de la SODEVAM. Donc, concernant cette augmentation de capital par incorporation des réserves, cela fait un certain temps, cher monsieur, que je soutiens que la SODEVAM a les poches pleines. Vous, comme la SODEVAM, l'avez toujours nié. Pourtant, vous nous en donnez la preuve aujourd'hui, puisque vous nous annoncez que les réserves de cette société s'élèvent à presque 800 000 euros. Il y a 2 ans, cher monsieur, j'avais dénoncé votre politique de vous débarrasser des terrains des Amnévillois afin que cette société, la SODEVAM, les commercialise. Le résultat d'exploitation de lotissement, laissant apparaître des sommes pharaoniques, comme l'a rappelé mon collègue Salvatore Parello. Et ce résultat d'exploitation, pour un lotissement, avait été de plus de 3 millions d'euros, après avoir au passage reversé des rémunérations, parce que ça vous oubliez de le dire, Monsieur Munier, des rémunérations à hauteur de 848 000 euros, et des frais de commercialisation à hauteur de 268 000 euros. Donc c'est plus d'1 100 000 euros de frais, de notes d'honoraires, qui ont été redistribués à on ne sait qui, et qui vient bien évidemment impacter le bénéfice. Et quand j'avais dit ça il y a 2 ans, cher monsieur, ça m'a valu un procès par cette société, mais qui, je le rappelle, vous faites partie, monsieur Munier, du conseil d'administration de cette société, la SODEVAM, en votre qualité de censeur. Et vous aviez déposé plainte contre moi pour diffamation, et une fois encore, vous aviez perdu votre procès contre moi. La SODEVAM avait perdu son procès contre moi, et j'en étais sorti blanchi, puisqu'on a pu prouver que tout ce que nous disions, c'était vrai. Donc ce que je disais il y a 2 ans, aujourd'hui, quand je disais que la SODEVAM avait les poches pleines, on le revoit encore aujourd'hui, 2 ans plus tard. Donc aujourd'hui, vous vous gargarisez de dire que la mairie d'Amnéville va toucher beaucoup d'argent grâce aux 800 000 euros de cette somme que la SODEVAM a en trop. Mais sur les 800 000 euros de réserve, la ville d'Amnéville, elle va ne toucher que 4 800 euros, mesdames, messieurs. 4 800 euros, puisque l'action, elle passe de 35 à 47 euros, donc elle prend 12 euros par action. Et comme nous avons 400 actions, cela ne fait que 4 800 euros. Donc vous êtes contents. La ville d'Amnéville a donné des terrains, ce sont des millions d'euros, pour d'une valeur, c'est plusieurs millions. La SODEVAM les a commercialisés. Et ce qui est bien plus grave, et comme je l'ai dit il y a 2 ans, et on a encore raison cette année, à l'époque du docteur Kiffer, ce sont les services qui commercialisaient les terrains, et ça rapportait énormément d'argent dans les poches des Amnévillois et des Malancourtois. Énormément d'argent. Voilà. Et aujourd'hui, bien, on voit le résultat. Alors, le groupe Amnéville-Malancourt debout votera contre cette délibération. Monsieur Dieudonné, je vous remercie de me prêter des pouvoirs aussi extraordinaires. Je sais que le maire d'Amnéville est loin d'être le maire d'une commune insignifiante, mais prétendre qu'en qualité de censeur, donc ne disposant même pas du droit de vote au conseil d'administration de la SODEVAM, où notre commune ne détient que 0,16% des actions, où le département est majoritaire,
où cette société d'économie mixte vise à mettre en œuvre la politique de développement urbain du département dans tout le territoire départemental, j'aurai la capacité de décider que le président s'offusque de vos propos et décide de déposer plainte. Extraordinaire, merci. Moi, je suis très content d'apprendre que j'ai ces pouvoirs. Bah, censeur, monsieur Munier, c'est censeur. Censeur, ça veut dire que vous pouvez censurer. assistez aux séances du conseil d'administration sans pouvoir de vote et sans pouvoir de décision. Donc si vous n'avez pas de pouvoir, c'est un peu difficile d'influencer les autres pour les amener à prendre une décision. Alors, est-ce que vous... C'est comme si vous étiez à l'Assemblée nationale comme spectateur et que vous estimiez que pour autant ça vous donne le droit de modifier le vote de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ne venez pas sur le sujet de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Observation. Je rappelle que toutes les opérations avec la SODEVAM ont conduit à une répartition du bénéfice, puisque le principe de la SODEVAM n'est pas celle d'une société commerciale, à savoir faire du bénéfice, mais d'équilibrer ces opérations, et que c'est bien pour cela que le bénéfice d'une opération est réparti à hauteur de 80% pour la commune et 20% pour la SODEVAM. Enfin, je ne vous ai jamais dit que la commune d'Amnéville allait toucher quoi que ce soit au travers de cette augmentation de capital de la SODEVAM. Nous n'allons pas percevoir le moindre centime. Nous restons titulaires de nos actions, leur valeur augmente. Et nous ne percevrons quelque argent que ce soit qu'au jour où la commune décidera de céder ses actions, à condition qu'elle trouve d'ailleurs un acquéreur qui les lui rachète à la valeur nominale qui est portée de 35 à 47 euros. Je ne vois pas pourquoi notre commune s'opposerait à une augmentation de capital de cette société qui n'a pas de conséquences néfastes pour nous et ne fait que valoriser nos actions. Voilà simplement ce que je voulais vous exposer et vous répondre. Vous me laisserez vous répondre dans un souci démocratique. Donc, j'entends, alors vous dites qu'en tant que censeur, vous n'y étiez pour rien concernant mon procès. Alors, pouvez-vous, devant cette Assemblée, condamner la décision du président de la SODEVAM de l'époque d'avoir déposé plainte contre un élu de la République? Monsieur Dieudonné, vous vous êtes jamais gardé de déposer plainte contre les élus de la République, alors vous êtes un peu mal fondé à vous gausser de cela. Moi, pardon, je pense que... Pardon, monsieur Munier. Je pense que... Pardon, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. Vous n'avez jamais déposé plainte contre un élu de la République? Ah, mais vous êtes au courant? Ah oui, oui, je suis au courant, oui. J'ai eu l'occasion de comparaître devant des juridictions et d'être relaxé sur la base de vos plaintes et de vos dénonciations. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ah, alors, ben non, alors, puisque vous en parlez, pas alors, le seul. Évoquons le sujet. Non, monsieur Dieudonné, on n'est pas là pour cela. Ce n'est pas l'objet de cette délibération. C'est vous qui en parlez. Vous en parlez. Puisque vous essayez de dénaturer le débat, est-ce que vous condamnez, monsieur Munier? Non, je ne condamne pas, monsieur. Le président de la SODEVAM fait ce qu'il veut et c'est sa liberté. Les juridictions décident de ce qu'elles ont envie de décider. J'en prends acte, point à la ligne. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter à cet égard. Alors ne parlez pas, entre vous et ne me mêlez pas dans vos histoires auxquelles je n'ai rien à voir. Ah ben si. Si vous auriez la politesse de cesser d'interrompre le débat, nous pourrions peut-être passer au vote. Il vous est demandé d'approuver l'augmentation de capital de la SEM SODEVAM par incorporation de la somme de 772 224 euros prélevés sur les postes de réserve légale et autres réserves, d'approuver l'élévation du montant nominal de chaque action existante, qui serait ainsi porté de 35 à 47 euros, pour porter le capital social de 2 252 320 euros à 3 24 544 euros. D'approuver la modification de l'article 6 des statuts de la SEM SODEVAM relatif au capital social, selon les modalités indiquées ci-dessus. Qui vote contre? 7. Qui s'abstient? Ce point est adopté à la majorité absolue avec 7 votes contre. Nous passons au chapitre 3, l'intercommunalité.
Le point numéro 3, il vous a été présenté le compte-rendu de la réunion de la CLECT, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui s'est réunie le 30 novembre 2022 et qui vaut rapport. La Commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 30 novembre 2022 sous la présidence de M. Metellic afin de fixer les attributions de compensation 2022 en fonctionnement et en investissement. Sur l'attribution de compensation dérogatoire d'investissement définitif 2022, l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet d'imputer une partie du montant des attributions de compensation en section d'investissement. Ces dispositions permettent de créer, sous certaines conditions, une attribution de compensation d'investissement, c'est-à-dire d'inscrire en section d'investissement une partie de l'attribution de compensation. Cette possibilité s'applique aux compétences transférées qui impactent majoritairement la section d'investissement. Pour la CCPOM, cela concerne les travaux d'investissement réalisés par le CIAVO, auquel la CCPOM a transféré sa compétence assainissement, y compris d'ailleurs la compétence eau pluviale. Seules 6 communes sont donc concernées, dont notamment Amnéville, avec Clouanges, Moyave-Grande, Moyave-Petite, Rombat et Rosselange. La possibilité offerte par la loi de fixer des attributions de compensation selon cette procédure, dite dérogatoire, se trouve conditionnée par l'adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2/3, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Le conseil communautaire est donc appelé à se prononcer sur le montant des attributions de compensation dérogatoire d'investissement, telles qu'elles ont été déterminées par la CLECT lors de sa séance du 30 novembre 2022. Pour l'année 2022, les montants prévisionnels proposés sont les suivants. En ce qui concerne Amnéville, 289 970 € au titre de la part variable 2022. Sur l'attribution de compensation de fonctionnement définitif 2022, en application des dispositions du grand 5 de l'article 1609 nonis C du CGCT, la communauté de communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui ne peut être indexée. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est une dépense obligatoire de l'EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l'attribution de compensation est négative. D'une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées moins les charges transférées. La CLECT est chargée de procéder à l'évaluation des charges transférées afin de permettre le calcul des attributions de compensation. Pour l'année 2022, la révision des attributions de compensation concerne la réintégration de charges au profit des communes à la suite de modifications concernant le personnel dont la charge a été transférée à la CCPOM dans le cadre du transfert de la compétence emploi et insertion professionnelle. La révision libre des attributions de compensation dans le cadre des engagements du pacte financier et fiscal de la CCPOM sera réalisée début 2023, car les éléments nécessaires au calcul des bases n'étaient pas disponibles de la part des services fiscaux. Cela s'explique par la réforme des bases d'imposition des taxes professionnelles. Au titre de la réintégration de charges au profit des communes à la suite de modifications concernant le personnel dont la charge a été transférée à la communauté de communes dans le cadre du transfert de la compétence emploi et insertion professionnelle, il y a d'une part la rémunération d'un agent de l'antenne emploi Amnéville qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui n'a pas été remplacé, de sorte qu'un prorata a été intégré en 2021 et qu'il convient de rétablir l'année complète. Un agent a également demandé sa mutation au 1er octobre 2022. D'autre part, il s'agit d'une quote-part de la rémunération de 2 agents affectés à l'antenne emploi de Rombat, qui sont affectés pour une partie de leur temps de travail à la maison France Service depuis septembre 2021. Un prorata a été ajouté en 2021 et la totalité est rétablie en 2022. La CLECT, qui s'est réunie le 30 novembre 2022, a émis un avis favorable sur ces propositions. Le présent rapport a donc été transmis aux communes membres, dont la nôtre. Pour rappel, des attributions de compensation provisoires ont été versées aux communes depuis janvier 2022. Elles correspondent aux attributions de compensation définitives de 2022 et elles ont été récapitulées dans le tableau qui vous a été soumis dans le cadre du rapport. Pour Amnéville,
L'attribution de compensation provisoire 2022 était de 2 369 041,94 €. L'attribution de compensation définitive sera de 2 390 431,94 €, soit 21 390 € de plus. Voilà, il vous est donc demandé d'adopter le rapport validé par la CLECT lors de sa réunion du 30 novembre 2022. Quelqu'un souhaite exprimer ? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'émettre un avis favorable à l'adoption du rapport validé par la CLECT lors de sa réunion du 30 novembre 2022. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au chapitre 4, Finances et budget. Et bien évidemment, le point essentiel de ce conseil, la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2023. Je rappelle que préalablement au vote du budget primitif, le rapport d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière et de discuter des orientations budgétaires de la collectivité afin d'éclairer leur choix lors du vote du budget primitif. Le ROB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire de l'ensemble des collectivités territoriales réglementées par la loi NOTRe, qui accentue l'information des assemblées délibérantes pour les collectivités comme la nôtre de plus de 10 000 habitants, car il comporte une présentation de la collectivité et de l'évolution des dépenses et des effectifs, et précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel. Le ROB doit obligatoirement être organisé en s'appuyant sur un rapport élaboré par le maire, prenant en compte les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Le ROB présenté est transmis au préfet et fait l'objet d'une publication. Il est à noter que, comme d'accoutumé, le débat est consigné dans une délibération spécifique. Le document complet a été annexé au rapport qui vous a été adressé et Monsieur Léonard, adjoint aux finances, va dès lors nous en faire une présentation. Comme chaque année, je vous présenterai un rapport détaillé. Enfin, le rapport détaillé, vous l'avez eu. Je ferai plutôt un résumé et je vous citerai les pages en référence pour que vous puissiez suivre mes propos. Donc cet exercice 2022, c'est une fois encore réalisé dans un contexte particulier, puisque nous avons connu, comme toutes les collectivités, deux crises successives, le Covid, puis la guerre en Ukraine, et la tendance inflationniste liée à ces deux événements. Notons aussi que cette tendance risque de se poursuivre en 2023. Donc en effet, la hausse des prix de l'énergie, du carburant, des matières premières aura eu un impact sur tous les postes de dépenses. Certaines mesures, telles que l'amortisseur d'électricité, ont été mises en place par le gouvernement, mais elles ne suffiront pas à amortir la totalité des hausses. L'exercice 2022 s'est déroulé dans un contexte incertain. D'un côté, on a connu la reprise des activités post-Covid, mais de l'autre, la guerre en Ukraine est venue créer une incertitude. Donc on avait pour objectif essentiel de veiller à ce que le résultat déficitaire de 2021 reste exceptionnel et ne se reproduise pas en 2022. Au niveau de la santé financière de la commune, à partir de la page 18, on peut noter que la situation s'est améliorée, notamment au niveau de la CAF et la CAF brute, qui mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources propres sur son cycle de fonctionnement courant. Cette CAF brute s'élève à 3 041 400 €. Pardon. Alors qu'elle était à moins 1 566 042 en 2021. Cette CAF brute nous permet à nouveau de couvrir le remboursement de la dette en capital. La CAF nette, qui mesure la capacité d'autofinancement de la collectivité après remboursement de la dette, est de 1 328 353 €. Au niveau de la trésorerie, page 21, la situation de trésorerie s'est nettement améliorée au 31/12/2022, puisqu'elle est de 4 435 574 €. Notez qu'elle avait chuté en 2021. Une explication simple à cette amélioration, c'était l'encaissement en toute fin d'année de la compensation des pertes de recettes 2021 pour 2 000 € et de la vente du terrain des serres.
Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, page 22, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 20 361 750 euros. Les charges de personnel représentent 55% de ces dépenses et les charges à caractère général représentent 27%, ce qui nous fait 82% de notre budget qui est vraiment contraint et incompressible. De plus, ces deux postes sont particulièrement sensibles au contexte inflationniste. Les charges à caractère général ont par exemple vu les dépenses d'électricité atteindre 1 267 000 alors qu'elles étaient habituellement autour de 1 million. Le carburant dépassait les 90 000 au lieu des 70-75 000 habituels. Du côté des dépenses de personnel, le point d'indice a été augmenté de 3,5% au 1er juillet et on a aussi versé une prime inflation à chaque agent. Les intérêts de la dette continuent leur recul, tout comme les dotations aux provisions qui diminuent au fur et à mesure que les risques financiers sur le non-encaissement de certains loyers diminuent. Les recettes réelles de fonctionnement, page 26, s'élèvent à 24 761 027 euros. Elles ont augmenté de plus de 1 million d'euros par rapport à l'année précédente. Le chapitre 013, atténuation de charges, est en forte progression en 2022. Il s'agit des remboursements sur rémunération du personnel. Notez à nouveau que c'est une recette exceptionnelle. Comme je le disais, les activités sont bien reparties après la crise sanitaire. On constate par exemple les entrées piscines patinoires à 725 000 euros, la médiathèque et le conservatoire à 80 500 euros, l'enfance 385 000 euros et surtout le casino à 5 507 000 euros. Au niveau de l'investissement, page 29, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 5 419 000 euros. Le remboursement des emprunts représente un tiers de ces dépenses, 1 825 000 euros. Le reste est partagé entre l'acquisition de logiciels, de matériel, de travaux et l'augmentation de capital de la SPL. Pour exemple, on a par exemple acquis une surfaceuse pour la patinoire, on a mis les écrans numériques dans les écoles primaires, merci. Et on a posé des voiles d'ombrage à l'école Clémenceau. Enfin, on a fait la première tranche de la requalification de la rue de la Ferme. Page 32, les recettes réelles d'investissement se sont élevées en 2022 à 882 558 euros, essentiellement composées de la taxe d'aménagement, du FCTVA et de subventions. Un point sur la dette de la commune, page 36. Je voudrais juste vous rappeler qu'en 2014, la dette de la commune était de 24 millions d'euros. On peut dire qu'aujourd'hui, le désendettement continue, malgré les derniers emprunts réalisés. Le capital restant dû au 1er janvier 2023 est de 10 779 622 euros. En 2023, d'ailleurs, le remboursement du capital de la dette va diminuer de 390 000 euros par rapport à 2022. Page 42, on s'intéresse à la fiscalité des ménages. Les taux resteront inchangés cette année. Toutefois, le produit perçu pourra être supérieur à 2022 et dépasser les 5 millions d'euros car une hausse des bases de 7,1% est prévue, liée à l'inflation. Page 44, la fiscalité du casino a retrouvé en 2022 son niveau d'avant Covid. Le montant attendu pour le prélèvement progressif et le cahier des charges pour 2023 sera approximativement 5 500 000 euros. Page 49. Au niveau de l'évolution de la masse salariale et des effectifs, au 31/12/2022, la ville a employé 303 agents, 193 femmes et 110 hommes. Les effectifs sont stables, mais les dépenses augmentent, principalement dû au fait des mesures gouvernementales. L'augmentation du point de l'indice en fait partie, et la prime inflation également. Je vous propose de partager les orientations budgétaires pour 2023. Au niveau de la section de fonctionnement, elle devrait se situer aux alentours de 26 millions d'euros. Les charges à caractère général pourraient augmenter de plus d'1 million d'euros au budget prévisionnel 2023 par rapport à 2022, notamment en raison de la hausse de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, du carburant, des denrées alimentaires, des transports scolaires et des taxes foncières. L'éventuelle augmentation du point d'indice et autres mesures nationales instaurées en 2022 impacteront les dépenses du personnel en 2023 et on devra les constater sur une année pleine. Ça coûtera à la collectivité plus de 500 000 euros. Les cotisations à d'autres organismes, en particulier aux SDIS, vont augmenter de 25 000 euros.
Et enfin, on va constater un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement d'environ 2 millions d'euros. La fiscalité des ménages devrait afficher une augmentation dynamique due à la revalorisation des bases de 7,1%. Donc on va dépasser les 5 millions d'euros. En ce qui concerne la fiscalité du casino, comme je le disais, à retrouver son niveau d'avant Covid, on devrait percevoir 5 500 000 euros. Les régies municipales du réseau de chaleur devraient verser un excédent estimé à au moins 500 000 euros. Enfin, les produits du service du domaine et les ventes diverses seront plus optimistes qu'au BP 2022, avec un minimum pour le complexe piscine-patinoire de 630 000 euros, 350 000 euros pour l'enfance et 75 000 euros pour la médiathèque et conservatoire. Page 60, la section d'investissement, elle devrait avoisiner les 7 millions d'euros. Les acquisitions d'immobilisation corporelle, incorporelle et les travaux atteindront les 2 millions d'euros. On envisage, et on en parlera lors de la commission, l'acquisition de mobilier, de matériel, d'outillage, dont une armoire pour les archives municipales, des autolaveuses, les remplacements de certaines chaudières, la mise en place d'un nouveau columbarium et l'achat de nouveaux logiciels de gestion. La réalisation de travaux dans les bâtiments communaux et sur la voirie avoisineront les 1 million d'euros. Au chapitre 204, la subvention versée à la CCPOM pour les travaux réalisés sur les réseaux d'eau pluviale sera de 290 000 euros en 2023, soit 120 000 euros de plus qu'en 2022. Enfin, le remboursement de la dette en capital va diminuer par rapport à 2022 d'environ 390 000 euros. Toutes ces dépenses d'investissement seront financées par des subventions du FCTVA à hauteur de 115 000 euros, la taxe d'aménagement estimée à 250 000 euros et le virement de la section de fonctionnement. Toujours ce budget s'inscrit dans une volonté qui dure maintenant depuis 2014. Donc on veut vraiment préserver l'avenir de la commune, stabiliser les taux de la fiscalité des ménages et inscrire toujours des dépenses d'investissement au plus proche de la réalité de notre trésorerie. Enfin, le soutien au tissu associatif sera maintenu et voire même renforcé pour 2023. Merci. Bien, vous avez parlé de la réunion de la commission. La commission finance est convoquée pour le 23 mars à 18 ou 19h 19h. Pour débattre effectivement des investissements et faire les options entre les divers choix qui seront présentés. Monsieur de la Favera, vous souhaitez la parole? Oui, monsieur le maire, je souhaiterais intervenir pour vous dire aussi qu'il est bon de se rappeler d'où on est parti en 2014. Et le débat d'orientation budgétaire est justement l'occasion d'informer le conseil municipal de l'évolution financière de notre collectivité. Comme il a été souligné dans ce rapport, nous avions à notre arrivée un fonds de roulement donc restreint, une situation de trésorerie préoccupante, générant d'importants retards de paiement, une capacité d'autofinancement quasi inexistante et un encours de dette de 24 millions, comme l'a rappelé M. Léonard, au 31 décembre 2014. Et en responsabilité, des mesures ont dû être prises pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, d'inscrire des dépenses d'investissement en adéquation avec la situation de trésorerie et malheureusement d'augmenter la fiscalité des ménages, c'était en 2015. Qu'en est-il aujourd'hui, 8 ans après? À peine sortis de la crise liée à la Covid, nous revoilà replongés dans une crise majeure avec la guerre en Ukraine et ses multiples répercussions sur le quotidien de tout un chacun, mais également sur la gestion de la collectivité, avec un coût d'électricité qui a augmenté de 30%, on passe de 1 million à 1,3 million, rien que pour la fin d'année. Des assurances qui ont augmenté de 45%, une augmentation du point d'indice de fonctionnaires de plus 3%, c'est tant mieux pour les fonctionnaires, même si ce n'est pas suffisant, mais sans aucune compensation de l'État. Montant de la facture, uniquement pour le deuxième semestre, 180 000 euros. La perte du droit d'entrée versé par le casino depuis 2021, qui s'élève à 1,6 million. 80% de notre budget est incompressible, comme l'a expliqué M. Léonard, sont des charges de personnel et de fonctionnement. Malgré ce contexte contraint, qu'avons-nous fait cette année? D'abord, une fois de plus, on n'a pas augmenté la fiscalité des ménages, du moins la part communale. On a été plus que jamais vigilant sur les dépenses de fonctionnement, avec des mesures drastiques, voire impopulaires, avec la coupure de l'éclairage public, la nuit qui nous permet d'économiser 160 000 euros sur une année, et qui contribue par ailleurs au plan de sobriété énergétique mis en place dans tous les établissements publics. On a tout de même réalisé quelques investissements, notamment la mise en place des écrans numériques dans les écoles primaires, la requalification nécessaire de la rue de la Ferme. On a maintenu des subventions aux associations qui soient de nature à leur permettre de poursuivre leur activité dignement.
On a mis en place des moyens pour permettre à la Cité des Loisirs de continuer à prospérer et du coup à agrémenter le budget de la commune de près de 9 millions d'euros entre les redevances, loyers et taxes. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Et il faut ici remercier la Direction générale des services, la Direction des services techniques, les responsables de services et l'ensemble des agents de la collectivité qui ont largement pris conscience des enjeux qui nous ont animés en 2022 et pour cette année, et qui ont contribué à vous présenter une situation saine de la gestion communale. Regardez aujourd'hui notre capacité d'autofinancement brute. Elle nous a permis de couvrir à nouveau le remboursement du capital de la dette, soit 1,7 million. Regardez le désendettement de la commune, qui s'élève à plus de 13 250 000 euros en 8 ans. Regardez le montant de la dette par habitant. À notre arrivée en 2014, elle était de 2 367 euros par habitant. Elle est passée à 1 027 euros en 2022, soit en diminution de 56%. On ne peut que se féliciter de la bonne gestion communale, même si tout n'est pas parfait. L'année 2023 sera aussi une année singulière, mais j'oserais dire comme toutes les années, on en commence à en avoir l'habitude. Nous donnerons alors les moyens de nos ambitions, des ambitions toujours aussi raisonnées et raisonnables, encore et toujours en corrélation avec la sincérité de nos possibilités de financement. Nous gérons notre budget effectivement en bon père de famille et dans le seul intérêt des habitants, et c'est en appliquant cette seule politique que nous avons pu traverser bien des tempêtes. Il n'y aura pas d'augmentation des taux de fiscalité des ménages cette année encore. Alors, mesdames et messieurs, notamment ceux de l'opposition, je vous pose la question, qu'aurions-nous pu faire, à part bien sûr supprimer les indemnités des élus? Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Dalla Favera. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? On va vous répondre. Vous avez la parole. Je vais vous répondre, monsieur Dalla Favera. Qu'est-ce que vous auriez pu faire, à part vous augmenter de 49% en quelques années? Vous auriez pu faire beaucoup plus de choses. Vous, encore une fois, vous vous tapez sur le ventre, disant on est arrivé dans une situation catastrophique en 2014. Ça fait presque 10 ans. Vous allez encore nous sortir cette sauce pendant combien d'années? C'est pas comme si vous arriviez au pouvoir, là, il y a quelques mois. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de la ville. Qu'est-ce que vous avez créé comme richesse en 10 ans? Qu'est-ce que vous avez créé comme richesse qui permette de faire rentrer de l'argent dans les caisses de notre ville supplémentaire? Qu'est-ce que vous avez créé comme richesse? Qu'est-ce que vous avez créé comme nouvelle, je dirais, manifestation? Ça, des promesses, vous en avez faites. Mais concrètement, à part mettre un petit peu de peinture de rouge sur le centre touristique et thermal, il n'y a pas eu de nouveauté sur le centre touristique et thermal. Il n'y a pas eu de nouveauté dans la ville. Donc qu'est-ce que vous auriez pu faire? Vous auriez pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Premier point. Deuxième point, avant de parler du ROB, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Mais, monsieur Dalla Favera, quand même, vous êtes aujourd'hui premier adjoint en charge du personnel. Qu'est-ce que vous avez fait aussi pour puis la sécurité? Qu'est-ce que vous avez fait pour la sécurité de notre ville? Qu'est-ce que vous avez fait depuis des années pour que notre ville, on s'y sente mieux, elle y soit plus festive? Vous avez été même capable de virer votre premier adjoint, votre ex-premier adjoint de votre liste. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y a comme manifestation dans notre ville depuis des années? Et puis dernier point, alors vous parlez que la dette elle a baissé. Ben oui, c'est normal. Mais on aurait pu vous féliciter si vous n'aviez pas augmenté les impôts comme vous l'avez fait. Puisque vous êtes arrivé, alors vous dites, ah bah oui, mais ce sont des dizaines, depuis que vous êtes au pouvoir, ce sont des dizaines de millions d'euros d'augmentation d'impôts que vous avez fait subir aux Amnévillois. Et vous avez baissé certaines subventions. Vous avez baissé les acquis que les Amnévillois avaient pendant des années. Je pense aux fournitures scolaires. Ça, c'est votre politique. Alors, vous posez des questions et vous écoutez même pas les réponses. Quelle preuve de respect. Voilà, donc ça, ce sont nos réponses. Donc, voilà, donc vous avez en fait pas fait grand-chose depuis des années. Ah si, vous avez créé l'appli 2.0, et je pense qu'on en reparlera bientôt, puisque en fait, visiblement, moi je peux vous le dire, tout ce que vous avez touché, vous l'avez cassé. Et ça, c'est la vérité. Vous avez cassé tous les outils qui avaient été mis à la disposition par un très grand élu qui s'appelait Jean Kieffer. Vous lui arriverez jamais à la cheville. Monsieur Munier, je vais vous répondre.
puisque même si tout à l'heure vous m'avez attaqué sur certains points au niveau notamment des tribunaux, donc vous l'avez évoqué, ce n'était pas au point à l'ordre du jour, mais je considère que ça fait partie du rapport d'orientation budgétaire, puisque ça risque de peser un petit peu sur les communes, sur les finances de la commune. Vous m'avez attaqué disant, Monsieur Dieudonné, vous avez déposé des plaintes contre des élus. Ben, je vous confirme, Monsieur Munier, mais j'ai déposé 2 plaintes il y a quelques semaines contre des élus autour de cette table et contre d'autres personnes avec constitution de partie civile, ça veut dire devant un juge d'instruction, pour prise illégale d'intérêt pour certains, pour détournement de fonds publics pour d'autres, et chacun devra se justifier non pas devant Xavier Dieudonné ou devant son conseil municipal, mais devant un juge d'instruction pour certains et devant un juge simple pour d'autres. Voilà, comme ça, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Et je vais encore plus loin, Monsieur Munier. C'est quand même incroyable que vous, Éric Munier, vous osiez la ramener sur un système parlez avec moi, de tribunal. De nous deux, Monsieur Munier, celui qui a été condamné, mais ça, vous, le conseil municipal, vous ne le savez pas, c'est pas Dieudonné qui a été condamné, c'est Éric Munier qui a été condamné en 2020 à 900 € à me verser pour participer à... Alors, je vous le donne parce que jugement du 20 mai 2020 condamne M. Éric Munier à payer à M. Dieudonné la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne M. Éric Munier aux dépens. Et on est au mois de mai 2020. Eh bien, toujours pas été payé, M. Munier. Donc vous qui êtes avocat, vous ne respectez pas une décision de justice. Vous qui êtes maire, vous ne respectez pas une décision de justice. Ça vous fait sourire. Donc j'ai mandaté par mon avocat l'huissier pour qu'il vienne récupérer cet argent. Et ce qui est vrai pour vous était aussi vrai pour Mme Giuliano, adjointe aux finances. Donc des deux autour de cette table, M. Munier, qui a été condamné, c'est pas moi, c'est vous. Voilà. L'affaire est dite, il ne fallait pas venir me chercher sur le sujet. Concernant le ROB, le rapport d'orientation budgétaire, évidemment, M. Munier, si vous souhaitez qu'on débatte, si vous reprenez la parole tout à l'heure pour parler des tribunaux, on débattra, parce que je considérais que ça sera un débat. Concernant le rapport d'orientation budgétaire, sur les 60 pages du document, il n'y a que 5 pages qui sont consacrées à l'avenir de 2023, ce qui peut être un peu court pour lancer un vrai débat d'orientation budgétaire. Sur ces 5 pages, sur les 60 que vous nous présentez, vous nous sortez des petites mesurettes et des poncifs classiques, préserver l'avenir de la commune. Il n'y a pas de vraies explications sur les orientations budgétaires et surtout, il n'y a aucune stratégie clairement énoncée. En effet, votre document prévoit près de 2 millions d'euros de dépenses pour des bâtiments, on prend note, pour la voirie, pour des autolaveuses, pour le remplacement de chaudières fioul, un columbarium, ainsi, et vous notez, quelques mobiliers et logiciels. Mesdames, Messieurs, la majorité, pas une ligne, pas une phrase, pas un mot, pas une virgule sur la sécurité de notre ville. Fier de la consultation que nous avez faite, où on a récupéré plus de 800 signatures, on vous demande, M. Munier, que pour le prochain conseil municipal qui aura lieu donc le 30 mars, pour le vote du budget, eh bien, que soit inscrit une ligne budgétaire pour les caméras dans notre ville. Il est venu le temps que on vous le redit depuis des années, l'insécurité dans notre ville est à son paroxysme et il est vraiment temps que ça s'arrête et il est vraiment temps que la peur change de camp. Il est temps que vous nous écoutiez, enfin, et je le redis, on est prêt à travailler ensemble, tous ensemble, puisque je considère que la sécurité, il ne doit pas y avoir de politique dans la sécurité, et je vous propose officiellement de faire une commission sur la sécurité de notre ville,
commission que je pourrai prendre sur mon temps libre pour la présider et pour vous remettre un rapport complet pour la faisabilité et le financement des caméras. Les plus de 800 personnes qui ont répondu à cette consultation méritent d'être entendues. Et je vous le redis, on ne doit pas faire de politique quand il s'agit de la sécurité des biens et des personnes. Concernant, donc, on a quand même une bonne nouvelle dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est on note que la contribution des régies, dont la régie d'électricité, vient alimenter les recettes de la commune à hauteur de 500 000 €, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour notre ville. Malheureusement, cela vient juste après les pertes de plus de 3,5 millions d'euros d'impayés de factures d'électricité qui ont été laissées par M. Munier, ceux que vous aviez choisis à la tête du Snow Hall à l'époque. Et c'est bien dommage parce que la régie d'électricité aurait pu verser beaucoup plus l'année dernière que les 500 000 qu'elle verse cette année. Pas grand-chose à dire de plus sur le rapport d'orientation budgétaire, puisque quand on est à provisionner des autolaveuses, et puis pour une ville comme Amnéville, ça nous paraît fou. J'ai deux questions. Une qui vous est adressée, Monsieur Léonard. Dans les recettes de la commune, et puis Monsieur Dalla Favera, je reprends un petit peu ce que vous avez dit en préambule, vous disiez que cette année, la fiscalité ne serait pas impactée. Alors qu'à la page 57 du rapport que vous nous avez présenté, Monsieur Léonard, vous dites que dans les recettes de la commune, la fiscalité ménage devrait afficher une augmentation dynamique, vous le dites, suite à une revalorisation des bases de 7,1%. Donc il y a une augmentation de la fiscalité des ménages pour plus de 7%. Donc de dire qu'il n'y aura pas de fiscalité, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est 7%. Alors, Monsieur Léonard, j'ai juste une question à vous poser, si vous êtes d'accord. Qui revalorise cette base? Est-ce que c'est la commune ou est-ce que c'est l'État? Alors, comme dans toutes les communes avoisinantes et toutes les communes de l'État, ce sont les bases qui sont réaugmentées de 7,1% dû à l'inflation, justement. Donc, ce ne sont pas les communes qui augmentent leur taux, et en tout cas, enfin, je réponds pour la commune d'Amnéville, ce n'est pas nous qui augmentons le montant de l'impôt, ce sont les bases qui sont augmentées. Et ça, c'est le gouvernement qui décide de cela. Donc il y aura bien une augmentation de 7,1%, mais on vous dédouane, ce n'est pas de votre fait. Merci. Non, mais disons les choses. Par contre, M. Dafer à dire qu'il n'y a pas d'augmentation, c'est faux. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'augmentation de la part communale. Ben, écoutez, 7,1%. Du fait de la collectivité. Oui, enfin, non, voilà, mais chacun son interprétation. 7 pour... Bon, j'irai expliquer aux Amnévillois que 7%, ce n'est pas la part communale, c'est une autre... Peu importe. 7%, c'est 7%. Bon, Monsieur Dalla Favera, j'ai une dernière question à vous poser. Nous souhaiterions avoir des précisions concernant le montant exceptionnel d'environ 800 000 € de régularisation de remboursement sur la rémunération du personnel entre 2017 et 2022. De quoi s'agit-il? Et pouvez-vous référer à la page 26 et 28. Pourquoi il y a 800 000 € de régularisation entre 2017 et 2022? Ce sont des régularisations effectivement de dossiers qui traînent depuis un certain temps sur des remboursements donc des mutuelles, donc voilà, concernant des agents qui étaient en longue arrêt maladie. Donc ce sont des remboursements et on a retravaillé donc toute l'intégralité des dossiers. Ça prend énormément de temps, donc ça traîne un petit peu et effectivement c'était bénéfique pour notre budget de cette année. Donc mais ça reste exceptionnel, bien entendu. Hein. Ce sont des dossiers des 5 dernières années. Donc ces mutuelles qui n'ont pas payé pendant 5 ans 800 000 €? Non, c'est des dossiers qui ont traîné, parce que c'est quand même compliqué, vous le savez. Ah ben expliquez-nous. Moi, ça m'intéresse. Ce sont des dossiers effectivement de régularisation des complémentaires et des prévoyances donc santé qui ont permis effectivement de reprendre des dossiers depuis un certain temps, depuis 5 ans. Donc, voilà, effectivement, on a travaillé très en profondeur ces dossiers. On a demandé effectivement donc aux assurances de rembourser donc les parts effectivement donc liées aux agents. Et c'était effectivement donc cette somme qui est forcément la bienvenue, 800 000 €, c'est quand même important. C'est remboursé donc c'est suite à des arrêts maladie. Donc voilà, c'est sur de la longueur. C'est pour ça que ce sont des dossiers qui ont traîné depuis un certain temps. Mais comment on peut attendre 5 ans? Parce que depuis 2017, comment on peut attendre 5 ans? Ceci dit, M. Dalla Favera, on aimerait bien avoir
bon, Monsieur Munier vous demande d'arrêter de me répondre, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, on aimerait avoir, et je le demande officiellement, les documents entre la ville d'Amnéville et les mutuelles pour savoir comment et à quelle période vous avez fait ces demandes de régularisation, puisque les mutuelles, en général, elles ne mettent pas 5 ans à payer des sommes. Voilà. Voilà, merci pour vos réponses. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur ce document? Vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, quelques remarques d'ordre général. Contrairement à tout ce qui nous est dit assez régulièrement, la commune n'est pas exsangue de moyens, puisqu'elle finit tout de même avec une trésorerie de 4 millions. Comme l'a souligné M. Dieudonné, sur 60 pages de ROB, vous nous faites une vision rétroviseur de 2017 à 2022. Vous êtes même remonté jusqu'en 2014. Or, ce qui nous intéresse, c'est plus l'avenir que le passé. Et là où nous avons droit à 5 pages, ça a également été souligné, d'une part pour nous dire que ça va être difficile, on n'en doute pas, que le budget de fonctionnement sera identique en 2023 à celui qu'il était en 2022, et que le budget d'investissement sera également identique, sans rien détailler de tout cela. Or, ce n'est pas réellement l'état d'esprit du débat d'orientation budgétaire. C'est justement d'instaurer un débat sur les priorités, sur la présentation des programmes lourds, voire pluriannuels, en matière d'investissement. Le budget, ce n'est pas uniquement un aliment de chiffres, ce n'est pas uniquement un tas comptable, ce n'est pas non plus un exercice contraint comme vous le faites, c'est beaucoup plus positif que cela. C'est l'expression d'une volonté politique, d'une ambition, d'un projet. Or, il n'y a rien de tout cela. Quelles sont vos priorités pour 2023 ? Cela ne peut pas être uniquement on va économiser de l'argent car le coût de l'énergie a augmenté et pour cela on vous plonge dans le noir. Quelle est la part affectée à la sécurité? Quelle est la part affectée à la transition énergétique? Je vous rappelle qu'au travers du décret tertiaire, vous vous êtes engagé à réduire les gaz à effet de serre d'ici 2030 de 40%. Comment allez-vous faire? Quelle est la part affectée à la scolarité? Bref, c'est quoi vos 2 ou 3 priorités majeures pour 2023 qui vont changer le quotidien des Amnévillois et des Malheur-Courtois? C'est quoi vos projets pluriannuels d'ici la fin de votre mandature? Il n'y a rien, rien là-dessus. Côté investissement, on est à la même enseigne. Je vois que les années passent sur votre mandature et que malheureusement, rien ne change. Aucun investissement en une décennie qui a créé de la valeur à la commune qui lui permettent de générer des recettes supplémentaires. Par contre, vous évoquez un désendettement, mais vous n'évoquez pas que vous avez emprunté à fonds perdu qui aujourd'hui représente 20% de l'endettement de la commune pour une souscription en augmentation de capital durant laquelle vous avez perdu et la majorité et la présidence. Beau bilan. Maintenant, au niveau quelques questions d'ordre détaillé, vous évoquez la capacité d'autofinancement. Moi, je note que de 2016 à 2022, la cave brute a baissé de 16%, ce qui obère nos capacités d'investissement. Et ça n'a rien à voir ni avec le Covid, ni avec la guerre en Ukraine. Concernant les crédits, je ne reviens pas sur le fait de participer à l'augmentation de capital en faisant du crédit. C'est une vraie aberration financière. Je ne vous félicite pas, M. Léonard, sur ce coup-là. Je note aussi qu'en matière de crédit, la commune a un crédit à taux variable de type dit complexe, j'ai vu dans le document, catégorie C. Sur quel indice est-il adossé? Quel est l'impact de la hausse des taux sur l'annuité de remboursement? Et est-ce que la commune s'est couverte pour parer à cette hausse trop importante des taux? Enfin, je ne vois rien en matière de crédit sur les engagements par signature dans le document, engagements pour lesquels la ville se porte caution. J'aimerais bien avoir également une vision sur ce sujet-là. Et je terminerai sur le personnel. Je note dans le document qu'il y a 47 personnes, soit près de 20% du personnel, qui a plus de 60 ans. Il est indiqué dans le document que prochainement, 84 personnes vont en grande partie partir en retraite, dont 7 en 2023. La question est, ce personnel va-t-il être remplacé? La Cour des comptes pointe du doigt les effectifs de la commune. Nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire
Quelles sont vos orientations en la matière? J'écoute. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Non. Alors, je vais vous répondre. Vous nous reprochez de ne pas avoir créé de richesse, de n'avoir finalement rien fait depuis 2014. Premier adjoint a fort justement décrit la situation qui était celle de 2014 et qui résulte d'ailleurs du rapport de la Cour des comptes, situation totalement obérée. Je vous rappelle qu'à l'époque, nombre d'institutions de la Cité des Loisirs connaissaient des difficultés et que l'avenir de la Cité des Loisirs était aussi obéré que celle de la commune d'Amnéville, qui accusait 7 millions de taux de trésorerie et qui mettait plus d'1 an pour payer ses dettes et ses factures courantes. Alors effectivement, face à pareille situation, on n'a pas la folie des grandeurs. Nous, on a géré en bon père de famille, on a serré tout ce qu'il fallait serrer, et notamment tous les postes de dépenses pour apurer cette dette et permettre à cette ville de s'en sortir. Et comme notre commune dépend pour l'essentiel de la Cité des Loisirs, tant au travers des loyers qu'elle perçoit à l'égard des bâtiments dont elle est propriétaire et qu'elle loue, qu'à l'égard des redevances du casino, il fallait impérativement maintenir également la présence du pôle thermal, puisque sans cure thermale, il n'y a pas d'autorisation de jeu. Par voie de conséquence, le casino aurait dû fermer. Voilà à quoi nous nous sommes employés, et force est de constater que nous y sommes parvenus, certes au travers de la création de la SPL, qui a été un outil déterminant pour cela, mais à part effectivement créer des zones piétonnes, nous avons aussi rationalisé la gestion de l'intégralité des équipements. Vous parliez du Snow Hall, dont la fermeture remonte à plus de 3 ans et les dettes d'électricité ont été apurées depuis longtemps, mais peu importe. Aujourd'hui, c'est une société cotée en bourse qui l'exploite. Il en va de même à l'égard du pôle thermal. Il en va de même à l'égard du Galaxy, et les intérêts de la commune sont préservés face notamment à une piste de ski qui était gérée par la commune au travers d'une régie municipale qui a été déficitaire pendant la quasi-totalité des années pendant lesquelles elle a géré cet équipement. Nous avons aussi réussi à faire face à la pandémie et à toutes les difficultés que cela a généré, puisque je vous rappelle que malgré la fermeture, malgré le confinement, malgré toutes les difficultés, tout est resté ouvert et tout continue à fonctionner. Et aujourd'hui, nous avons fait le constat qu'en 2022, au sortir de cette crise mondiale, eh bien, les activités telles que le casino permettent d'alimenter la commune et de revenir à une situation qui sera celle de 2019, nous l'espérons, en 2023, pour le bien de tous. Alors, moi j'ai noté que vous nous reprochez de ne pas avoir exposé un plan pluriannuel d'investissement. Vous avez raison, on aurait dû le faire. La seule question, c'est quand on n'a pas d'argent, on investit? Non, on n'investisse pas. Donc, on n'a pas fait de plan pluriannuel d'investissement parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour faire ces investissements. Je serai le premier, comme n'importe quel élu, à être content de pouvoir vous dire, voilà, on a de l'argent, on va pouvoir investir, on va pouvoir créer des choses, faire état de ce que l'on sait faire, développer cette commune comme elle le mérite. Mais pendant toutes ces années, force a été de constater qu'il fallait gérer en bon père de famille, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, il vous a été exposé que ces efforts ont payé leurs fruits et que bientôt, nous pourrons effectivement réfléchir à un plan pluriannuel d'investissement. Alors, 5 pages, me direz-vous, pour parler de l'avenir sans dire grand-chose. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Moi, je constate que, la fiscalité des ménages n'augmente pas au titre de la part communale. Vous nous reprochez de l'avoir fait en 2015 et d'avoir engrangé des millions. Les chiffres sont plus près des 600 000 € par an,
que du million, mais ce n'est pas avec 600 000 euros de plus par an que l'on alimente de façon aussi conséquente les besoins de la commune. Je rappelle également que si nous avons une trésorerie excédentaire au 31 décembre de 4 millions d'euros, c'est à un moment très précis et ce n'est pas de l'argent qui est disponible, dont on pourrait jouir comme on en aurait envie et le dépenser dans des investissements. Si telle était la situation, je serais également le premier à m'en féliciter. Malheureusement, nous avons deux aspects dans la gestion d'une commune, la trésorerie d'un côté, le budget de l'autre, et ce qui n'est pas dans le budget ne peut pas être dépensé. Voilà ce qui nous a conduit depuis 8 ans à toujours privilégier une transparence entre la situation budgétaire et la situation de trésorerie. On n'y est pas encore totalement arrivé, mais on s'y approche de très près. Alors finalement, la seule chose qui vous pose difficulté, c'est le problème de la sécurité, puisque vous nous dites, Monsieur Dieudonné, qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, l'insécurité ayant atteint son paroxysme. Ça fait des années que vous nous dites ça. Ça fait des années que vous ne nous écoutez pas. Oui, je ne vous écoute pas parce que moi j'écoute la commissaire de police, j'écoute les forces de l'ordre et j'écoute le préfet. Et quand ces institutions qui ont, eux, les statistiques et qui ont, eux, la réalité, me disent, il est quand même curieux de constater que pour une commune comme la vôtre, malgré l'existence d'une cité des loisirs, vous n'avez pas plus de délinquance qu'une commune autre avec 10 000 habitants. Et vous plaisantez c'est ou quoi? Bien... Vous plaisantez ou quoi? Et vous vivez dans quelle ville? Vous plaisantez ou quoi? Mais allez dire aux personnes qui se font braquer, allez dire aux commerçants à 5 h du matin qui sont victimes de carjacking, allez dire aux personnes, on retrouve de la cocaïne, on retrouve des armes, on retrouve des munitions à quelques mètres du parc municipal. Allez dire à tous ces Amnévillois qui le matin se lèvent et ont leur voiture fracassée, ou alors ils se font défoncer par des junkies et par des dealers, allez leur dire que tout va bien à Amnéville, monsieur Munier. Mais mais sur quelle planète vous vivez? Si vous étiez un petit peu plus à l'écoute des Amnévillois, si vous sortiez un petit peu plus à la rencontre des Amnévillois, ils vous le diraient, ils vous l'expliqueraient. Non mais, mesdames, messieurs de la majorité, est-ce que j'ai tort quand je dis ça? Est-ce que vous n'avez pas vos voisins, vos amis, vos familles qui viennent vous dire on n'en peut plus de l'insécurité sur Amnéville? Comment pouvez-vous laisser dire des choses pareilles? Il y a eu un cambriolage il y a dimanche à 200 mètres. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Il y a eu un cambriolage à 200 mètres de monsieur Régis Walter. Encore Monsieur aujourd'hui, on a retrouvé... On peut toujours prendre n'importe quel exemple et dire il y a 3 mois, il y a ça qui s'est passé, c'est intolérable. C'est pas moi qui le dis, c'est les Amnévillois, monsieur. C'est vrai que c'est intolérable. Mais mettez des caméras. Mais monsieur Munier, n'importe quelle incivilité est insupportable. Bon. Je vous parle simplement des chiffres et des moyennes statistiques que nous donne le commissariat de police. À partir de là, quand vous nous dites que l'on vit à Bagdad, vous mentez. Pas dit à Bagdad. Vous mentez toujours dans le même sens qui est de semer la peur pour faire valoir vos opinions. Et ça, ce n'est pas tolérable. Oui, bien sûr. On sait très bien pourquoi vous le faites. D'accord. Et on sait quel est votre sentiment à cet égard. Moi, je vous ai toujours répondu, monsieur Dieudonné, que je n'avais aucune objection à la pose de caméra. La preuve, il y en a qui ont été posées sur la cité des loisirs. Il y en a qui vont être mises en place à Amnéville. Simplement, il fallait déterminer des solutions qui permettent d'assainir les finances pour permettre de dégager les budgets nécessaires. Alors vous l'estimez à combien? Je vous précise à ce titre que nous avons mandaté le délégué auprès de la préfecture en charge des questions de sécurité qui, avec la commissaire de police, planche sur la meilleure implantation possible des caméras en fonction des lieux où la délinquance a été remarquée sur la commune d'Amnéville, y compris sur Malancourt, pour déterminer au mieux l'efficience d'un système de vidéosurveillance, et cela permettra
d'alimenter la réflexion et de déterminer, dans le cadre de ce plan pluriannuel d'investissement, effectivement, les modalités selon lesquelles nous pourrons déployer cette vidéosurveillance. Oui, Je vous précise que je n'ai pas attendu vos annonces ni vos prétendus documents que vous deviez me faire remettre par huissier, mais ça ne va pas tarder, j'en suis sûr, oui, pour diligenter cela, Oui. puisque ça fait plusieurs mois que nous en discutons avec le commissariat de police et que ces éléments sont en cours. Alors, c'est une excellente nouvelle, Monsieur Munier, que vous nous annoncez ce soir. Bon, je rappelle juste, ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de cette ville. Ça fait des années qu'on vous demande des caméras. Et le président de la SPL que vous êtes, que vous étiez, enfin, on n'arrive plus trop suivre, a décidé de mettre des caméras pour protéger les touristes. Et c'est vrai que ça nous a encore une fois agacé, parce qu'on considère que pour vous, la priorité, c'est les touristes. C'est important, les touristes, mais ils n'ont pas à être mieux ou moins bien protégés que la population d'Amnéville et de Malancourt. On aurait préféré que ce schéma directeur pour les caméras soit mis sur le site et dans la ville. Vous voyez, vous venez encore une fois de vous contredire, puisque en l'espace de 3 minutes, vous avez dit tout et son inverse. Vous avez dit le commissaire de police, pour elle, les chiffres, ils sont pas catastrophiques. Puis vous nous dites qu'en même temps, ils veulent mettre des caméras dans les points les plus sensibles d'Amnéville. Arrêtez avec tout ça. Il n'y a pas des points les plus sensibles, etc. Il faut mettre des caméras et il ne faut plus traîner. Vous en faites une affaire financière. On avait expliqué, écoutez-moi bien, on l'avait expliqué, la sécurité pour les Amnévillois, c'est même pas le prix d'un café par jour. C'est même pas le prix d'un café par jour. Et si vous estimez qu'il n'y a plus d'argent pour mettre des caméras, alors vos augmentations d'indemnité, revenez, redonnez-les, et ces 200 000 euros qu'on économise chaque année, eh bien 200 000 euros, il reste 3 ans, 600 000 euros, je vous garantis qu'avec les 600 000 euros, ça en fait une paire de caméras. Et pour finir, Monsieur Munier, c'est pour ça qu'il faut qu'on débatte et peut-être qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet. Nous, on n'est pas pour la vidéosurveillance. On vous l'a déjà dit 100 fois. On considère que c'est pas, on met pas des policiers municipaux derrière des caméras à surveiller et à zioter ce qui se passe dans la ville. C'est de la vidéoprotection. Et écoutez-nous, il ne se passe rien, on ne regarde rien. Par contre, la personne à 5 heures du matin qui a été la commerçante qui a été victime d'un carjacking, les personnes qui se font défoncer leur voiture ou qui se font agresser, et les points de deal, Monsieur Munier, dans la ville, qui sont nombreux, ces points de deal, eh bien, s'ils savent les dealers qui sont filmés, ils iront ailleurs. Et c'est tellement vrai que toutes les villes avoisinantes d'Amnéville, quasiment toutes, ont des caméras. Je cite Romba, je cite Marange-Sylvange, je cite Agondange, je cite Clouange. Toutes les villes ont des caméras, sauf Amnéville. Alors voyez-vous, pour terminer mon propos, Monsieur Munier, si vous étiez un voyou, ben, vous diriez peut-être, bah tiens, je ne vais pas aller commettre des méfaits à Agondange, il y a des caméras, je risque d'être filmé. Je ne vais pas aller à Romba, je ne vais pas aller à Clonge. Ah bah tiens, à Amnéville, il n'y a pas de caméra, eh ben je vais y aller. Et c'est ce qui se passe. Et dans notre ville, j'affirme que les rodéos sauvages, et qui sont des délits, puisque ça met en danger l'autrui, mais les dealers sur Amnéville sont de plus en plus nombreux, Monsieur Munier. Et j'étais encore la semaine dernière avec des gens qui m'ont interpellé, et vous aurez l'occasion d'en entendre parler rapidement, carrément devant une gamine de 13 ans, il y a une qui sortait dans un bloc, une personne s'est effondrée devant elle, toute blanche, les yeux révulsés, elle venait de prendre sa dose. Et là, on est à Amnéville, on n'est pas à Bagdad, on est à Amnéville, Monsieur Munier. Donc il est temps que ça se réveille, et il est temps qu'on travaille sur... Oui, j'en suis passionné des caméras, bah ouais, je suis désolé, je suis passionné de la sécurité de ma ville, parce que j'aime ma ville, monsieur. Donc travaillons ensemble pour que, enfin, une fois pour toutes, on éradique ces problèmes de délinquance, de drogue et d'incivilité. Merci. Juste une observation, vous avez raison de souligner que nombre de villes alentours ont des caméras. Le taux de délinquance de ces villes est identique à celui d'Amnéville, voire supérieur.
Eh bien, Pour une raison très simple, c'est c'est pas que tout à fait la vrai. caméra n'interdit aucunement à un voyou de commettre un délit. Mais non, On c'est a faux. bien la preuve quand une pharmacie a été cambriolée par des gens qui mettent des cagoules et se moquent dès lors de savoir qu'il y a 4 caméras dans cette pharmacie, puisqu'ils le savent, donc les voyous prennent leurs précautions. Mais non, monsieur Et un Meunier. camé qui est en manque, eh ben, il va prendre sa dose sans s'occuper de savoir s'il y a des caméras, Mais parce non, qu'il est monsieur dans un Meunier. tel état de manque Mais que de non, toute monsieur manière, Meunier. Mais il non. s'en moque. Mais non. Alors, Mais soyez non. rassurés, de Mais non. toute manière, c'est un projet d'investissement pour la commune, bien évidemment, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous l'avez pas Je mis considère, dès lors que les débats sont Ouais. clos, je prends acte de la tenue du rapport d'orientation budgétaire avant le vote du budget primitif, qui se déroulera dans 15 jours, le 30 mars prochain. Nous passons au chapitre 5, les affaires réglementaires et les ressources humaines. Monsieur Dallefebvre. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de pallier le départ en retraite d'un agent de la médiathèque et de procéder au recrutement par voie de mutation d'un agent titulaire, considérant également la réorganisation du service enfance et notamment la mise en place du nouvel espace de restauration à Maloncourt-la-Montagne, nous vous proposons la création d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe dont les fonctions sont définies à l'article 2 du décret 2006-1692 du 22 décembre 2006. La modification d'un emploi permanent d'adjoint technique à 30h20 hebdomadaires au lieu de 29h30. La modification d'un emploi permanent d'adjoint technique à 29h25 hebdomadaires au lieu de 28h15. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Non. Nous pouvons passer au vote. Il vous a donc demandé de décider la création d'un emploi permanent d'adjoint du patrimoine principal de deuxième classe d'une durée hebdomadaire de 35 heures, la modification d'un emploi permanent d'adjoint technique à 30h20 hebdomadaire au lieu de 29h30, la modification d'un emploi permanent d'adjoint technique à 29h25 hebdomadaire au lieu de 28h15, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de préciser que les agents bénéficieront du régime indemnitaire correspondant et que les emplois ainsi créés ou modifiés ouvrent droit, en cas de besoin, à la réalisation effective d'heures supplémentaires rémunérées. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté à l'unanimité. Dans le cadre du chapitre 6 et de la délégation permanente, je vous ai communiqué les décisions qui ont été prises entre la période du 1er décembre 2022 et du 31 janvier 2023. Au chapitre 7, questions écrites, il n'y en a pas eu. L'ordre du jour est dès lors épuisé. Je vous remercie de votre attention et vous invite, avant que de quitter cette séance, à bien vouloir vous présenter à la table administrative pour signer le registre. Merci.